Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire et un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 h. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook DMG TV et TikTok DMG TV. D'ailleurs les directs c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je me présente. Moi, c'est Lago des Génies et je suis originaire de l'Afrique centrale. Donc, il y a un peu plus de 20 ans, j'avais 14 ans. Mes parents étaient séparés, donc de temps en temps, je pouvais me rendre chez mon père quand je voulais, en semaine ou le week-end, et vice-versa. Et donc ce jour-là, je sortais de l'école à midi, j'avais fini les cours à midi, et donc j'avais déjà prévu d'aller passer le week-end chez mon père. Et donc j'y vais. Donc j'arrive chez mon père, il n'était pas là, donc je vais voir le gardien pour lui signaler que j'étais là. Parce qu'en fait, mon père avait une grande propriété et du coup, quand il n'était pas là, des fois ça arrivait qu'on aille chez le gardien pour l'attendre. Et comme je n'avais pas les clés de la maison, du coup, je me suis rendue chez le gardien. Et du coup, il me dit « Ah, Lago des Génies, ça va et tout bonne arrivée, ton père n'est pas là, il est encore au travail, mais tu peux aller dans mon logement. » Donc du coup, je lui dis « Ok ». Du coup, je me rends dans le logement du gardien. Je reste dans le salon et tout ça. Et puis, il me dit « Bon, écoute, moi, j'ai rien à te proposer à part de l'eau. Si tu as soif, tu bois. Et puis, voilà, moi, je retourne dans le jardin, j'ai du travail à faire. » Donc il me laisse là, je prends un verre d'eau et puis je m'assois. Il devait être à peu près 14 h par là. Donc je m'assois et puis finalement je finis par... j'étais fatiguée et j'avais faim, j'avais pas encore mangé. Donc la fatigue avait pris le dessus sur moi et puis je décide de m'allonger sur le canapé. Donc je m'allonge sur le canapé, je m'endors. Je pense que j'ai dû dormir 1h30, voire 2. Et puis, en fait, je me réveille parce que j'avais tellement chaud. Je transpirais. Et là, quand je me réveille, j'étais allongée vraiment sur toute ma longueur de fille de 14 ans. Je devais faire, enfin voilà quoi, moins d'1,60 m. Donc j'étais allongée sur le canapé. Et donc quand je me réveille, eh ben, je sens que je suis toute transpirante. Bon, je me lève et puis je décide d'aller vers la porte pour voir si toutefois mon père était arrivé. Et donc je me lève, j'arrive au niveau du seuil de la porte du gardien. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, je me retourne. Et quand je me retourne, je me vois encore allongée sur le canapé. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Et du coup, je commence à paniquer. Debout devant la porte, je commence à paniquer. Je me dis, mince et tout, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que les gens meurent et tout. Je suis pas morte, mon Dieu, je suis pas morte, je veux pas mourir maintenant, Seigneur, s'il te plaît, je veux pas mourir maintenant. Je retombe du coup sur le canapé, je m'assois sur moi, je me réallonge dans mon corps en fait, et je me relève. Disons que je m'assois, et quand je m'assois, je me retourne, je vois encore mon corps. Et cela 3 fois de suite. Je me recouche, et puis après, je reste là un petit moment. Ça a duré quoi? L'espace d'1 minute, mais ça va tellement vite. Je me réallonge, je reste à peu près 1 minute ou 2. Et après, quand je me relève,
et ben, je viens avec tout mon corps, quoi. Et en fait, je ne comprends pas ce qui se passe. Et là, je prends mon cartable, je sors de la maison du gardien en courant. Je jette mon cartable devant l'entrée de la maison de mon père. Il n'était toujours pas arrivé. Et puis, je reste devant la porte, devant le portail. Et j'attends, je réfléchis. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Comment est-ce que c'est possible? Et puis après, je me dis, ah, donc c'est ça qu'on appelle sortir en vampire. C'est comme ça que les gens sortent en vampire. Oh Seigneur, ça veut dire que je suis une sorcière. Et là, quand je me dis je suis une sorcière, je me dis mais dans ma famille, il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des gens qui pratiquent le bouddhisme. Et là, je me dis mais je vais le dire à personne parce que sinon, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc., etc. Et du coup, du haut de mes 14 ans, j'ai gardé ce secret pour moi. Je l'ai gardé pour moi et pour moi toute seule jusqu'à j'ai commencé à parler de ça. euh, J'avais 14 ans, 6 ans plus tard, quoi. Lorsque j'ai eu 20 ans, parce qu'à 20 ans, j'ai rencontré d'autres personnes, des gens intéressants et qui m'ont appris aussi pas mal de choses. Donc, du coup, j'ai pu me livrer à eux parce que je me sentais en sécurité et je ne me sentais pas dans le jugement. Et cela dit, il y a très peu de membres de ma famille qui savent qui connaissent mon histoire en fait. Voilà. Donc c'est ça, une sortie astrale euh, incontrôlée parce que en fait, il m'est arrivé encore à plusieurs reprises de continuer de sortir de mon corps et sans maîtriser, sans que ce soit moi qui le décide. Et je me rendais compte après avoir fait l'acte, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, je vous en passe hein, bien d'autres expériences. La dernière expérience qui m'était arrivée, je me dis, bon ben voilà, j'étais en train de dormir, donc pour moi j'étais dans un rêve. Et là je me dis, bon ben, puisque je suis dans un rêve, je décide d'aller voir ma cousine, hop, je vais voir ma cousine, je repars, et puis je me dis dans ma tête, bon ben, je vais aller voir ma mère. Sauf qu'en me disant que je vais aller voir ma mère, en fait, c'est instantané. On y pense, on y est. Il y a pas de limite, il n'y a pas de distance, mais c'est rapide, c'est à la vitesse de l'éclair. On y pense, on y est. Je vais aller au marché, tu es au marché. Et donc, je me dis dans ma tête, à ce moment-là, bon, ben, je vais aller voir ma mère, voir ma famille. Et au moment où je pense, au moment où je pense, c'est instantané, donc j'y suis, sauf qu'en fait, quand j'arrive, eh ben, je suis frappée par un éclair. Je suis frappée par un éclair et je me retrouve à l'instant T, au moment où j'ai pensé, je me suis fait frapper par un éclair et je me suis réveillée, j'étais dans mon lit, je me suis réveillée en transpirant. Et sachant qu'on est en Europe actuellement et c'était en plein hiver, je me suis réveillée j'étais trempée. C'est-à-dire que cet éclair m'a foudroyée, quoi. Je me suis réveillée, tout de suite j'ai ouvert les yeux et là je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai fait un truc que je ne maîtrise pas, en fait, c'est-à-dire que mon âme ou mon esprit décide de sortir quand il veut et quand il a décidé et c'est hyper dangereux parce que j'ai peur qu'un jour je me retrouve quelque part et voilà, qu'on me fasse du mal ou que voilà quoi. Et donc, du coup, si toutefois il y a des auditeurs qui sont là, qui peuvent me donner des conseils ou me dire me dire quoi faire, parce que bah, c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, je n'arrive pas à maîtriser et je ne sais pas comment maîtriser cette situation. Je vous rassure, jusque-là, je n'ai fait de mal à personne et personne ne m'a fait du mal. Voilà mon histoire. Sur ce, big up à tout le monde et à bientôt pour d'autres histoires. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. J'espère que vous allez bien. J'ai une histoire à raconter aujourd'hui. Et cette histoire-là, elle m'a été inspirée, là, c'est venu parce que j'avais écouté dans l'un des épisodes une dame qui disait qu'elle avait été abordée par des personnes dans un marché. Et ça m'a rappelé cette histoire que j'ai vécue moi-même. Alors cette histoire, c'est qu'un jour j'étais sortie et j'allais quelque part. C'était il y a beaucoup d'années de cela quand même. J'allais quelque part
Mais je n'avais pas assez d'argent sur moi. Et c'était vraiment calculé ce que j'avais, c'était calculé. Et j'arrive quelque part, et puis il y a les vendeurs ambulants. En fait, ils sont embusqués quelque part, donc c'est-à-dire que ils se mettent quelque part, ils se planquent là dans les coins et recoins là. Et puis dès que vous marchez, vous arrivez à leur hauteur, ils sortent là et puis ils vous abordent. Ils vous présentent leurs produits. Donc je marchais et il y en a un qui m'a abordé. Il est sorti presque de nulle part en fait. Et quand il m'a abordé, automatiquement il m'a tenu par la main. Il a attrapé mon poignet droit en même temps. Il m'a dit, oui, ma soeur, je vends des parfums et tout, il faut regarder, c'est bon, ça sent bon, faut toucher et tout. Enfin, il faut essayer. Je dis, mais non, je ne veux pas de parfum. Et puis, ne laissez pas mon poignet. Et puis, je lui disais, mais il faut me laisser parce que ça m'étonne, non, je vais te faire moins cher. Il insistait, vous savez, un peu, comme les vendeurs, ils font, il insistait, non, 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 c'est très bon, je vais te laisser sentir et tout. Et puis, il se met à pulvériser un peu dans l'air. Et puis, je respire, je dis, mais non, mais je ne veux pas de parfum. Donc, ce n'est pas la peine. Mais au fur et à mesure qu'il insiste, ma volonté faiblit. Au fur et à mesure qu'il insiste, ma volonté faiblit. Parce qu'on marchait pendant qu'il me tenait la main. À un moment donné, je me suis arrêtée. Et quand je me suis arrêtée, je commençais à me dire, bon, et si je prends le parfum? Après, je me dis, mais enfin, je n'ai pas besoin. Intérieurement, je me parle à moi-même. Je dis, mais je n'ai pas besoin du parfum. Mais pourquoi je devrais le prendre? En plus, je n'ai que 5 000 francs. Il me dit que le parfum fait 4 000 francs. Mais si je le prends, comment je fais? Même si je rentre à la maison, comment je fais pour manger? Parce que vraiment, c'était une période de galère quand j'étais étudiante. Mais il insistait pour me dire, non, tu vas le prendre, il faut prendre le parfum, ça sent bon, il faut le prendre. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme si quelque chose m'obligeait à le prendre, à acheter le parfum. Je savais, j'étais consciente que je n'avais pas besoin du parfum. Je savais que ça ne me plaisait pas. Mais je ne pouvais pas dire non au monsieur. Je n'arrivais plus. Dans mon état, au début, je parlais, je disais non. Je n'arrivais plus à dire non. Comme s'il avait mis quelque chose, soit dans le parfum, ou comme s'ils avaient des médicaments et qui faisaient que quand ils te touchaient, automatiquement, tu n'avais plus de volonté, j'étais obligée de faire ce qu'il voulait. Donc, je suis restée arrêtée là avec lui. Maintenant, je calculais. Je n'étais plus au stade de je ne veux pas le parfum. Maintenant, j'étais au stade de je calculais. Mais si je prends le parfum, comment je fais? Et je n'arrivais même pas en plus à discuter le prix. Avec tout ce qu'il disait, je n'arrivais plus à dire non, je t'ai arrêté. Comme si j'étais envoûtée. Et puis finalement, j'ai pris le parfum. Ça coûtait 4 000 francs, alors que je n'avais que 5 000. Et dans les 1 000 francs de monnaie qu'il m'a remis, il fallait que je paye mon transport pour rentrer, il fallait que je mange. Et le lendemain, je devais retourner parce que j'étais allée déposer des dossiers quelque part. Donc, ce qui était plus important que le parfum. Mais j'ai laissé ça de côté, j'ai pris le parfum. Et donc, quand il a fini de me vendre le parfum, quand il est parti, je suis restée arrêtée là. J'avais tous les regrets dans mon cœur. Mais je ne pouvais rien faire, il était déjà parti. C'est comme si c'est maintenant que je réalisais que je venais de faire une bêtise. Et donc, quand je suis rentrée à la maison, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, mais pourquoi je ne suis pas restée sur ma position pour dire non au monsieur? Pourquoi? Et puis, après, j'ai réalisé qu'en fait, le monsieur avait une sorte de pouvoir. Je ne sais pas c'est venu de quoi, comme j'ai dit tantôt. Est-ce que c'est parce qu'il avait pulvérisé le parfum que j'avais senti? Est-ce que c'est parce qu'il avait attrapé mon poignet? Je ne sais plus. Mais je me rappelle très bien que j'avais acheté ce parfum contre ma volonté. Et ça passe. Une autre fois, je me rends dans un grand marché dans la capitale de notre pays. Et quand j'arrive dans ce marché, là, c'était des vendeurs d'habits, les gens du Nigeria qui vendaient des vêtements, de la friperie. Et donc, je passe dans l'allée où ils sont plusieurs. Et il y en a un qui m'attrape encore par la main. Bon, ça s'est passé plusieurs mois après. Il m'attrape par la main. Et il me dit, oui, mais que je vais te présenter des habits et tout, c'est joli, il faut que tu essaies. Et puis, j'ai dit, non, je ne veux pas d'habits. Et il insistait, puis je me suis rendu compte qu'il avait encore attrapé ma main. J'ai arraché ma main comme ça de sa main. Puis j'ai dit, mais ne me touche pas. Et quand je arrachais ma main, il essayait encore d'attraper ma main. Je dis, mais non, laisse-moi tranquille. J'ai commencé à crier. Et puis les gens sont venus autour de nous. Je dis, mais pourquoi tu m'attrapes? Il dit, non, mais que non. Et il m'attrapait juste parce qu'il voulait me montrer les habits. Je dis, mais tu peux me parler sans me montrer tu peux me parler sans m'attraper la main. Pourquoi tu veux forcément attraper ma main pour me parler? Parce que je me suis rappelé de la scène de la dernière fois où le monsieur m'avait attrapé le poignet.
Et j'avais fini par dire, là où j'avais dit non au début, j'avais fini par dire oui. Je n'avais plus de volonté, comme si j'étais envoûtée. Et donc, quand j'ai crié, les gens sont venus. Il m'a laissé la main. Et puis bon, en tout cas, j'étais encore lucide et je suis partie. Mais depuis ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il y a certains marchands, il y a certains commerçants qui ont des médicaments. Et il suffit qu'ils te touchent, tu n'as plus de volonté, même si l'article ne te plaît pas, si tu n'en as pas besoin, si ça ne t'intéresse pas, tu ne peux pas leur dire non. Parce que après ça, je causais avec des copines qui m'ont dit également qu'elles ont été victimes de ça, mais n'ont pas compris ce qui s'est passé. Donc, je voulais faire aussi ce témoignage-là pour attirer l'attention de tout le monde, pour dire que le monde aujourd'hui dans lequel on est, c'est un monde qui n'est pas bon. Parce que les gens sont prêts à tout pour envoûter les gens, pour charmer les gens, pour te plier à leur volonté. Ça, c'était pour acheter un vêtement, c'était pour acheter un parfum, un article. Mais ce sont des personnes qui peuvent utiliser ce charme-là pour pouvoir t'emmener à faire quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Comme tu es une femme, par exemple, te dis, bon, suis-moi, et puis tu le suis. Donc, je voulais attirer vraiment l'attention des femmes ici pour dire que quand vous allez dans les marchés, parce que c'est nous les femmes qui allons dans les marchés tout le temps, c'est nous les femmes qui sont partout dans les commerces, donc de faire attention. Un commerçant veut te présenter ses produits, il te parle, il n'a pas à te toucher, ni à t'attraper la main. Parce que ce contact-là, ça peut entraîner un envoûtement et t'emmener à faire quelque chose qui est contraire à ta volonté. Je voulais vous remercier, liker, partager. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir DMG, bonsoir à tout le panel. Je viens pour raconter une nouvelle histoire qui me concerne. On va souligner que lorsque je suis née, ma mère était très jeune, c'est-à-dire qu'elle avait 15 ans. Et elle restait sous le toit de sa grande sœur. Donc, quand je suis née, sa grande sœur lui a demandé de faire un choix. Soit elle me gardait, soit elle gardait ma mère, mais il y a une personne qui devait partir de la maison. Alors ma mère a conclu qu'elle devait m'envoyer au village auprès de ma grand-mère, donc la mère de ma mère. Quand je suis arrivée au village, j'étais encore très fragile. Imaginez un bébé qui arrive dans un village, c'est une proie pour tous les sorciers qui sont là-bas. Et ma grand-mère était avec son mari, lui qui était un grand sorcier, du village, un très grand sorcier. Donc, quand j'arrive, j'avais peut-être, je ne sais pas trop, j'avais peut-être 3 mois, 4 mois, un truc comme ça, mais j'étais vraiment nourrisson. Donc, lorsque je suis arrivée au village, ma grand-mère, elle se battait comme elle pouvait. Elle se battait vraiment comme elle pouvait. Donc, quand elle allait en brousse, elle me laissait à la cuisine. À la cuisine, on connaît les cuisines des vieilles mamans là. Voilà, là où il y a à l'intérieur, il y a le feu et des lits un peu partout dans la cuisine. Et donc, elle me laissait là. Et elle partait en brousse. Quand elle revenait, elle me trouvait, j'ai fini de faire mes besoins. Je suis même en train de jouer avec mes besoins et tout. D'après ce que ma mère me disait, ma grand-mère aussi me raconte souvent ça. Donc, à un moment donné, je suis tombée gravement malade. Alors là, gravement malade parce que j'ai failli passer. J'étais atteinte de la malnutrition. Vous voyez un peu les gens d'enfants qui ont le gros ventre là et les petits pieds, les petits bras, la grosse tête. Donc j'étais comme ça. J'avais perdu du poids et ça n'allait pas. J'ai même tardé à marcher. J'ai vraiment tardé à marcher parce que mes pieds étaient plus petits que mon corps. Alors, comme je vous soulignais que mon grand-père était le grand sorcier du village, donc, comme ça ne suffisait pas, que j'étais déjà malade,
lui, il voulait encore ajouter en fait, parce que lui, il voulait en finir avec moi. C'est-à-dire que il y a des jours où quand moi je me rétablis, lui, il tombe malade. Le jour que je me rétablis, lui, il tombe malade. Et le jour que lui se rétablit, moi, je tombe malade. Donc, c'était comme ça. Et les gens ne comprenaient pas ce que j'avais. Les gens ne comprenaient pas ce que j'avais, mais il y a certaines personnes qui avaient déjà fait le lien avec mon grand-père. Comme je vous explique là, hein, quand je suis bien, lui il est malade, mon grand-père tombe malade. Quand lui il se rétablit, moi je tombe malade. Les gens disaient même que j'étais un serpent parce que quand je me tordais et tout. Imaginez-vous un peu un enfant qui a le gros ventre avec les mains et la grosse tête. Je me tordais, j'étais petit corps. Je me tordais, les gens disaient que je me tordais comme un serpent. Donc tous les gens du village qui venaient regarder, disaient, oh non, laisse ça. Ça c'est un serpent. Elle ne va pas se rétablir. Elle est déjà morte. Tout le monde dit qu'elle est déjà morte, elle ne va pas se rétablir. Elle va y passer. Tellement j'étais mal en point. Or, c'est mon grand-père qui faisait ça. C'est mon grand-père qui faisait ça. Tenez-vous bien. Ça, c'est une courte histoire. Mon grand-père, dont je vous parle, lui, il voyageait. Il partait dans les autres pays en France. La nuit. Et la journée, il est au village. Donc, un jour, il est là assis à la terrasse et tout. Et il y a des Blancs qui passent par notre village, en fait, parce que il y a un contrôle de gendarmerie dans notre village. Et il y a des Blancs qui passent comme ça. Ils reconnaissent mon grand-père. Ils reconnaissent mon grand-père. Oh, les gens disent que le papa là n'est jamais sorti du village là-haut. Il n'est jamais sorti du village. Il est toujours là. Il n'est jamais sorti. Vous dites que vous l'avez vu en France ou en quel moment? À quel moment autant pour moi? Vous l'avez vu à quel niveau? Les Blancs affirment que on l'a vu. C'est notre collaborateur. Là-bas en France, on se connaît. Les grandes choses. Tout le monde était scandalisé. Pire encore, il avait des interdits bizarres. Genre, il ne mangeait pas de l'ail. Quand on prépare la nourriture que tout le monde mange, il ne mange pas ça. S'il y a l'ail à l'intérieur, alors là, il ne mange pas. Il ne mange pas de l'ail. Bref, ça c'était une parenthèse. Et donc, moi j'étais très mal en point. Moins un, il restait un peu, j'y passais. Donc ma mère commençait à tourner, prendre tous les médicaments. Me donner, ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, le grand frère de ma mère arrive au village et il me trouve mal en point. Vraiment, j'étais, je ne sais pas, comme un marabouillard. Les marabouillards là, quand ils sont quand ils sont à plat ventre là, quand elle les a déjà tués là, la botte qu'ils prennent là, genre vous avez vu quand il est à plat ventre là, le ventre sort un peu des côtés là et tout, avec les minces pieds et tout là, c'est ça que moi j'étais. Donc quand le grand frère de ma mère arrive, il commence à gronder ma mère que comment tu as l'enfant va mourir en tes mains. L'enfant va mourir en tes mains, tu ne peux pas m'appeler. Me dire de venir prendre l'enfant. Il m'a pris. Il m'a emmené avec lui. Sa femme était camerounaise. Ils m'ont emmené là-bas à je ne sais pas si c'est à Yaoundé ou à Kiossi. En tout cas, on a fait un voyage vers le Cameroun là-bas. Et ils m'ont présenté à un médecin traditionnaliste. Et quand le médecin a vu ça, lui-même il a crié, il a dit que non, vous m'amenez encore quel genre de cas.
là. L'enfant est déjà morte. Là, moi, je ne sais pas, mais je ne vous garantis rien. Je vais essayer. Quand il a dit je vais essayer là, lui-même, il n'était pas sûr que le traitement qu'il devait me donner allait fonctionner. Il a seulement dit à mon oncle qu'il va essayer. Quand il a commencé à me suivre là, je ne sais pas ce qu'il m'a donné, ou si c'est Dieu ou c'était pas mon temps, ou c'est Dieu qui a voulu que je me rétablisse parce que ce n'était pas mon heure. J'ai commencé à grossir, j'ai pris des joues, j'étais devenu un beau bébé. J'ai commencé à marcher et tout. J'ai commencé à marcher. Net quand je suis quitté du village là. Je quitte du village, j'arrive chez le traditionnaliste. Il a fait ces choses-là. J'ai commencé à me sentir bien. Je commençais à ressembler à tous les autres bébés. Je marchais, les dents ont commencé à pousser. Et quand moi je me suis rétablie, même pas quelques temps, mon grand-père est décédé. Mon grand-père est décédé. Et donc les gens ont fait le lien avec mon grand-père et moi. Que c'était lui qui voulait me donner. Et même ce n'était pas moi. Hein, parce que quand il a terminé avec moi, il est allé chez mon petit frère. Mon petit frère aussi. Mais ça n'a pas marché chez mon petit frère. Et pendant que moi, je faisais les médicaments là-bas, c'est là où il est resté à mourir. Mais quand moi je suis partie, il a voulu aussi essayer avec mon petit frère là. Voulu partir avec mon petit frère. Ça n'a pas marché. Et c'est là où il est décédé. Donc il est décédé derrière moi. Voilà. Donc, même dans notre maison, les gens disaient que dans la maison, il y a toujours un gros serpent noir qu'on croise dans la maison. Toujours un gros serpent noir qu'on croise dans la maison. Je ne sais pas si c'est notre totem. Ah, je sais pas. Donc, c'est un peu ça. C'est mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors ça fait un moment maintenant que je veux raconter une histoire, mais malheureusement j'ai pas ce courage. Donc là je prends mon courage à deux mains pour vous raconter l'histoire. Et surtout que c'est une histoire dans laquelle elle me concerne personnellement. J'étais petite quand ça s'est passé. Et voilà. Donc, en fait, c'est une histoire, comme je vous ai dit, une histoire personnelle. Donc, moi, j'ai grandi avec ma mère. Donc, ma mère m'a élevée toute seule. Et ma mère, elle s'est beaucoup battue pour moi. Elle a toujours été... En fait, j'ai toujours connu ma mère seule. J'ai jamais connu mes deux parents ensemble. Donc, ma mère, elle m'a élevée toute seule et elle a toujours été là pour moi. Et en fait, ma mère et moi, on vivait dans une petite maison. J'avais ma chambre, etc. Et elle avait une amie. Donc, c'était une amie proche, assez proche aussi de la famille, qui venait parce que, donc, en gros, elle avait quitté le pays et elle est venue en France. J'habite en France. Et elle est venue en France et elle venait souvent nous rendre visite à la maison. Donc cette amie-là, lors de son arrivée en France, elle n'avait pas vraiment une situation stable, elle vivait de foyer en foyer. Et pour elle, c'était très difficile, que ce soit sur le plan financier, que sur le plan de l'habitation et dans la société, de s'insérer dans la société, c'était très difficile pour elle. Elle avait aussi du mal au niveau de la langue. Elle avait une grosse barrière de la langue. Donc voilà. Et ma mère, elle a voulu l'aider, elle a voulu l'épauler, l'accompagner dans son, insertion au sein de la société.
Donc cette amie-là, moi, quand je la voyais, c'était bonjour, bonjour, ça va, ça se passe bien à l'école, oui. Et puis moi, je rentrais dans ma chambre et bon, je ressentais pas de proximité envers elle. C'était juste bonjour, ça va, oui, ça va, et je rentrais dans ma chambre. Mais c'est vrai qu'elle venait, elle faisait pas une semaine sans venir à la maison. Donc elle venait, elle restait avec ma mère et moi, elle prenait des fois le repas du soir et après elle rentrait. Et donc un jour, elle a eu un appartement, donc ma mère toute contente pour elle parce que c'est vrai qu'elle vivait de foyer en foyer, c'était très difficile. Donc déjà le fait d'avoir un appartement, c'était un bon début et un grand soulagement. Donc elle a eu son appartement et là, cette fois, ma mère allait de temps en temps chez elle. Donc c'était un peu comme si, ben, c'est vrai qu'elle venait souvent à la maison. Donc là, maintenant qu'elle a un chez elle et qu'on peut venir lui rendre visite, ça lui fera plaisir que nous, on vienne. Donc moi, j'y allais pas tant que ça, mais j'y allais quand même des fois avec ma mère. Et petit à petit, cette dame-là, elle a commencé à avoir donc son appartement et ensuite elle avait une sécurité financière plus importante, une stabilité financière plus importante. Et voilà. Sauf que nous, ma mère et moi, à notre niveau, c'était plus du tout ça. Et là, les spécialistes d'histoire mystique, là, les DMG TV, là, les DMGiens, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, bien sûr, on s'en rend pas compte tout de suite, hein. On supporte les fins de mois difficiles, on supporte les privations, on supporte le manque d'argent, de tout, hein. Les problèmes aussi au travail, parce que bon, moi j'étais petite, mais ma mère elle travaillait, elle avait des problèmes au travail, des problèmes avec les collègues, alors que tout se passait bien hein, sur le plan financier, sur le plan travail, société, tout se passait bien. Les problèmes aussi de créances. Par exemple, un créancier peut appeler ou envoyer un courrier. Vous nous devez telle somme. On ne sait pas d'où ça sort, d'où le problème sort. Donc, il y avait ça aussi qui commençait à se créer, qui commençait à prendre de la place dans nos vies. Et comme je vous ai dit, ma mère, elle m'avait moi et elle m'a élevée seule. Donc, en gros, elle comptait que sur elle-même. Voilà. Et moi, j'avais que elle sur qui compter. Du coup, c'était compliqué. Donc voilà. Et, euh, et donc voilà, de fil en aiguille, c'est ma mère en gros qui se retrouve à avoir plein de problèmes. Et la dame se retrouve à vivre dans l'abondance. Donc c'est-à-dire en gros les rôles se sont inversés parce que c'est vrai que nous, enfin moi en tout cas étant petite avec ma mère, on vivait dans l'abondance. On avait vraiment beaucoup, par la grâce de Dieu, on était vraiment bénis sur ça. C'est qu'on on avait toujours à manger, toujours, si je voulais les dernières paires de baskets, si je voulais les derniers jeux, le dernier truc, je l'avais. On l'avait. Ma mère, elle avait toujours mis tous les moyens pour me fournir ce que je voulais et ce dont j'avais besoin aussi. Et elle travaillait beaucoup pour ça. Du coup, voilà. Donc, la dame, elle a son appartement, sa vie d'abondance qui commence. Ma mère qui est très contente pour elle parce qu'elle ne se rend pas compte, hein, elle voit pas encore le poteau rose là. Et donc, la dame, on est arrivé à un stade où cette dame-là a commencé même, enfin, en fait, a commencé à nous nourrir au point que on n'avait tellement pas que c'est cette dame-là qui nous donnait pour manger. Et quand je dis ça, c'est, ça veut dire que, en fait, elle faisait par exemple des courses et elle nous appelait et elle disait oui, venez, j'ai fait quelques courses, bon, j'en ai acheté beaucoup, comme je suis seule à la maison, venez, je suis tombée sur des promotions. En fait, il y avait toujours une excuse pour qu'on vienne chercher sa nourriture, pour qu'on vienne chercher, je sais pas, par exemple, ça pouvait être j'ai vu une promotion sur le papier toilette, dis à ta fille de venir prendre, ou toi, quand tu sors du travail, essaye de venir chercher. Et en fait, c'était toujours ça.
pour la nourriture, pour tout. Oui, j'ai vu une promotion sur la viande. J'ai pris beaucoup, donc viens récupérer. Et en fait, ça a commencé comme ça. Et ça a toujours été comme ça, parce que ma mère, elle ne venait pas vers elle pour lui demander. Mais c'était vraiment... elle a vu quelque chose, elle a pensé à nous, elle l'a acheté en grande quantité pour elle et nous. Donc, de venir récupérer. Du coup, voilà, on en est arrivé là. Et en fait, ma mère, financièrement, du coup, elle avait assez d'argent pour payer les factures. Mais une fois que les factures étaient payées, il n'y avait plus d'argent pour acheter à manger. Donc, ma mère, elle comptait, on va dire, entre guillemets, sur elle pour qu'on se nourrisse toutes les deux, que ce soit elle et moi. Et donc, voilà. Un jour, cette dame-là a appelé ma mère parce qu'elle est partie en vacances au pays. Et elle a appelé ma mère en lui disant, oui, je suis partie en vacances au pays, je suis de retour et l'une de tes sœurs m'a donné un colis pour toi. Donc, viens le récupérer. Sauf que la dame en question, et c'est là où tout commence en fait, c'est là où on ouvre les yeux sur la situation. La dame en question, elle avait donné... Enfin, non, excusez-moi. Elle avait appelé ma mère une semaine, à peu près une semaine et demie, après son arrivée du pays. Donc, elle a appelé ma mère, mais elle est arrivée du pays. Elle a laissé passer à peu près une semaine avant d'appeler ma mère pour lui dire de venir chercher son colis. Et ma mère, sa sœur qui avait donné le colis à la dame pour ma mère, avait déjà appelé ma mère en lui disant « J'ai donné un colis à cette personne-là, elle est dans l'avion, elle est sur le retour pour la France, essaye de te mettre en lien avec elle pour récupérer ton colis. » Donc ma mère a dit « Ok, il n'y a pas de souci », sachant que ma mère a confiance en elle. Elle ne s'est pas dotée de quoi que ce soit et elle s'est dit je lui laisse le temps de se reposer, de se remettre de son voyage et je la contacterai pour récupérer mon colis. Donc ma mère, entre-temps, c'est-à-dire elle lui a laissé à peu près 2-3 jours le temps de se remettre de son voyage. Elle l'a appelé une première fois, pas de réponse. Une seconde fois, pas de réponse. Elle a essayé de rentrer en contact avec elle, pas de réponse. Et les une semaine et demie sont passées. Et c'est là où elle a appelé ma mère en lui disant « Oui, voilà, j'ai un colis pour toi. » Donc, ma mère va récupérer le colis et elle le ramène. Elle le ramène à la maison. Et c'est là où tout commence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce colis est rentré à la maison, chez nous, j'ai commencé à avoir les sueurs froides. J'ai commencé à me sentir pas bien. J'avais comme je sais pas, j'avais comme la tête qui tourne. Je me sentais mal. J'avais envie de crier. J'avais mon cœur qui commençait à battre, des palpitations. J'étais vraiment au niveau de ma santé. Je sentais que c'est comme si j'étais en train de faire une grosse chute au niveau de ma santé. Donc, je me rends compte de ça et je dis à ma mère, oui, je me sens pas bien, etc. Et donc, quand je dis ça à ma mère, à la base, j'étais dans ma chambre, allongée dans le noir. Mais pour aller voir ma mère et lui l'alerter, je suis rentrée au salon parce que ma mère était assise au salon. Donc, je rentre au salon et je lui dis, oui, maman, je me sens pas bien. Et là, ça commence à empirer. Ma tête, elle tourne au point où je sais même plus ce qui se passe. Et trou noir. C'est le trou noir pour moi. Je me réveille à l'hôpital et excusez-moi. Et à mon réveil à l'hôpital, on me dit oui, vous avez fait une crise. Donc les médecins, en fait, ils savaient pas trop c'était quoi comme sorte de crise. Si c'était une crise d'angoisse, si c'était une crise de... Ils savaient pas. Ils n'arrivaient pas à capter quel... Enfin, en fait, en gros, ils m'ont dit, je réagissais pas.
c'est une crise, mais est-ce que c'est une crise d'angoisse? Est-ce que c'est une crise parce qu'au niveau des prises de sang, tout est OK, il n'y a rien à dire. Ils savent pas. Donc ça s'est passé un jour où le lendemain, j'étais censée aller à l'école. Donc comme je vous ai dit, j'étais jeune, hein, j'étais même petite, hein, j'étais même pas encore au collège quand ça s'est passé. Et donc je me réveille le matin pour aller à l'école, je vais à l'école, je finis ma journée, je rentre à la maison et ma mère aussi arrive à la maison. Et le soir, on avait pour habitude, ma mère et moi, de passer, en fait, de manger ensemble et après de passer un petit moment ensemble au salon et chacune allait se coucher dans sa chambre. Donc comme on n'était que toutes les deux, on avait notre petite routine à deux. Et donc on se pose au salon, on discute un peu et chacune va dans sa chambre. Et arrivée dans ma chambre, je m'enferme, je commence à me préparer pour dormir. Et quand je m'endors, je fais un rêve trop bizarre. Mais le rêve, en fait, je ne saurais pas vraiment le décrire parce que comme je vous ai dit, j'étais vraiment petite. Aujourd'hui, c'est une histoire qui remonte à une quinzaine, voire même une vingtaine d'années, hein. Et donc, je sais en tout cas que dans ce rêve-là, elle était là. Et c'est comme si elle me tirait. En fait, c'est comme si j'étais assise dans un endroit assez lumineux, spacieux. Il y avait de la verdure, enfin, un bel endroit. Et elle me tirait vers vers le noir, en fait, vers, comme on dirait, les ténèbres. Elle me tirait vers là. Et moi, je luttais un peu en lui disant, mais pourquoi tu me ramènes là? Non, laisse-moi là, je suis tranquille là. Pourquoi tu me ramènes là? Et elle me disait, je vais te prendre toi et après, j'irai chercher ta mère. Mais je te veux toi d'abord. Et en fait, je pense que c'était un peu dans le but de vraiment briser ma mère. Moi, personnellement, je pense que j'avais pas, en fait, la personne n'avait pas une intention directe à mon égard. Elle avait l'intention plutôt de faire du mal à ma mère. Et donc, pour faire du mal à ma mère, elle est passée par moi. Et après, elle allait en finir. C'est-à-dire que ça aurait été la cerise sur le gâteau, le coup de grâce en s'en prenant à ma mère. Mais je pense aussi qu'elle s'en est pris à ma mère de plusieurs façons. Donc voilà. Et donc quand je vois ça, je me dis, oh, je me réveille, je fais ma journée. Il faut savoir aussi que ma mère, le matin, en fait, elle sortait pour aller au travail. Donc moi, quand je me réveillais, je la voyais pas. Et le soir, c'était le seul moment où on passait un petit peu de temps ensemble avant d'aller se coucher chacune. Mais moi, je rentrais avant elle. Et elle, généralement, quand j'arrivais à la maison, elle était sur le chemin du retour. Donc voilà. Donc je poursuis ma journée scolaire, je rentre à la maison après l'école, je fais ma petite routine quotidienne, etc. Et je passe la soirée avec ma mère. Bien sûr, j'oublie de lui en parler, de lui dire quoi que ce soit et tout. Et le soir même, donc le soir, je passe la soirée avec ma mère, je vais me coucher et le soir même, je fais pareil, une sorte de cauchemar où c'est à peu près la même chose, où elle cherche à me ramener dans les ténèbres. En fait, elle veut me tirer dans son piège, dans son filet, dans son mal. Et moi, je lutte encore une fois pour m'en sortir. Donc, là, il se passe ça et je reprends mon train-train quotidien, ma journée habituelle. C'est-à-dire que je me lève le matin, je vais à l'école, je rentre à la maison, etc. Et bien sûr, quand je vous dis tout ça, j'en touche pas un seul mot à ma mère. Je lui dis rien. Donc, il y a eu l'épisode de la crise. On n'a pas forcément fait le lien avec elle, mais c'est là où tout a commencé. Les rêves, etc. Pas de lien avec elle, même si c'est elle que je vois. Et un autre jour, donc, je rêve encore d'elle. Sauf que cette fois-ci, j'ai rêvé d'elle et je l'ai blessée. En fait, quand elle m'a tirée,
je lui ai... j'ai dû prendre... Vous savez, les rêves, c'est toujours farfelu, toujours... voilà. J'ai dû prendre comme une arme ou un truc comme ça, et j'ai coupé son bras, le bras qu'elle utilisait pour me tirer. Et donc, après ça, moi, j'ai continué ma vie. Je me suis réveillée le matin, j'ai continué ma vie, sauf que ma mère m'a appelée et m'a dit, aujourd'hui, particulièrement, en sortant du travail, je ne vais pas rentrer tout de suite. Ta tante est hospitalisée. Elle s'est blessée au bras, donc elle s'est brûlée gravement le bras et elle a été hospitalisée. Et donc, je lui dis, ok, ben, si elle s'est brûlée gravement le bras, va à l'hôpital. Moi, quand je sors de l'école, je te rejoins aussi. Comme ça, on rentrera ensemble. Et comme ça, tu feras pas la route toute seule. Donc, elle me dit, ok, on va faire comme ça. Donc, on se met d'accord. Moi, je sors de l'école, je vais, je range mes affaires et je me prépare pour aller à l'hôpital. Donc, j'arrive à l'hôpital, mais j'arrive avant ma mère. Mais, comme je vous ai dit, moi, je suis pas très proche d'elle. Donc, je prends pas l'initiative de rentrer dans la chambre. J'attends à l'extérieur. Ma mère me rejoint à l'extérieur de l'hôpital et on monte ensemble. Et arrivé à l'intérieur de la chambre, donc j'ouvre la porte et je me rends compte, je, je, je vous jure que ça m'a impressionnée et ça m'a choquée. J'ai eu un moment de silence et je suis restée bloquée. Elle avait le même aspect physique, la même tenue vestimentaire, la même, en fait, la même expression du visage que dans mon rêve. Et le bras, quand j'y ai repensé, quand j'ai remis en mémoire tout ce que j'ai vu, et ben le bras que j'avais blessé, c'est le bras qui était blessé dans la réalité. Donc, comment vous expliquer que j'ai flippé? Mais vraiment, en plus, j'étais petite. Et j'ai pas, en fait, sur le coup, je vois pas l'aspect mystique. Sur le coup, je vois pas l'aspect mystique. Hein. Depuis le début, je me rends pas compte qu'il y a quelque chose de mystique dans cette histoire. Donc, le soir, donc je me rends compte de ça. J'ai un petit moment de blocage. Et après, je rentre le soir chez moi avec ma mère. Et donc là, à partir de là, je dis à ma mère, maman, voilà, j'ai constaté quelque chose de bizarre. Ça fait plusieurs jours que, voilà, je fais des rêves. Donc, je lui explique ce que je vous ai expliqué avant. Et il s'avère que ce rêve-là, enfin, le rêve que j'ai fait la nuit dernière, correspond à ce que j'ai vu aujourd'hui à l'hôpital. Donc, je lui explique le rêve de la nuit dernière. Je lui ai coupé le bras, j'ai fait ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Et là, ma mère, elle se met dans tous ses états. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Oh là là, tu vois la situation, nanani. Bon, après, malheureusement, elle s'est pas rendue compte, hein, mais elle m'a beaucoup disputé par rapport à ça. Oui, actuellement, on vit une situation difficile, etc. Et puis moi, personnellement, enfin, ma mère, elle ressentait la situation difficile, moi, moins qu'elle. Même si c'est vrai, je voyais quand même que c'était pas toujours facile. Mais en fait, voilà. Et donc, ma mère, elle me dit, bon, demain, tu vas pas à l'école. Je vais essayer de voir avec quelqu'un s'il peut venir à la maison. Mais en gros, si la personne peut venir, tu n'iras pas à l'école. Donc, je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Et donc, le soir, je vais me coucher. Et elle me dit, oui, avant de dormir, lis les sourates de protection. À savoir que je suis de confession musulmane. Donc, elle me conseille de lire les sourates de protection. Avant de dormir, je lis ces sourates. Et je dors. Donc là, tout va bien. Le lendemain, je me réveille. La personne passe. Donc moi, je ne vais pas à l'école. La personne passe à la maison. Et là, les révélations, elles commencent à se faire. À savoir que, en fait, cette dame-là, clairement, elle était rentrée dans nos vies pour voler notre chance, pour voler notre bonheur. Enfin, en gros, voilà. C'est plus pour ça en fait, elle était dans nos vies pour ça. Là, elle avait beaucoup de jalousie en elle. Donc c'est pour ça que en fait, elle a tout fait
pour se rapprocher de nous parce que en fait, en fait, les gens disaient que ma mère s'en sortait très bien malgré qu'elle était seule avec un enfant. Eh ben, elle se débrouillait parfaitement bien, que sa vie était trop bien, que pour une mère célibataire, voilà, elle était bien. Et en fait, ça, c'est des échos qu'elle avait entendus déjà depuis bien longtemps, avant même de venir en France. Et donc, déjà, c'est comme si elle venait en France avec une intention particulière, c'est-à-dire que de se rapprocher en fait de ma mère et de nuire à ma mère. Donc maintenant, en fait, pour lui faire du mal, elle voulait passer par moi, vu que je suis, on va dire, sa faiblesse. Étant donné que je suis son enfant, je suis un peu une faiblesse pour elle. Mon malheur est son malheur fois 10. Donc, du coup, voilà, elle a compris que, voilà. Et en fait, le colis, si elle avait mis du temps à nous donner le colis, c'est parce qu'en fait, elle a pris le colis, elle l'a récupéré par la sœur de ma mère, elle est venue avec en France et en fait, elle est allée avec voir un sorcier ou un praticien, je sais pas comment on appelle ça, mais un marabout ou un sorcier, mais quelqu'un qui fait de mauvaises choses. Elle lui a donné le colis pour que cette personne-là travaille sur le colis. Et après, c'est là où elle a répondu à ma mère. Elle a fini par répondre à ma mère et qu'elle a fini par appeler ma mère même d'elle-même pour lui dire viens récupérer ton colis. Du coup, voilà l'histoire. Aujourd'hui, nous, on n'a plus de contact avec cette dame. Il nous arrive de la rencontrer quand il y a des événements, etc. Parce que comme je vous ai dit au début, elle fait partie quand même enfin, elle est quand même amie de la famille. Mais sinon, en soi, on n'a plus de lien personnel comme avant avec elle. Et aujourd'hui, cette dame-là, elle est toujours dans sa solitude. Elle est toujours dans son appartement, seule. Sa vie, elle n'a pas vraiment changé plus que ça. Et avec le temps aussi, on a entendu qu'apparemment, elle n'était pas si blanche que ça parce qu'elle faisait beaucoup de choses, des petits coups par-ci, par-là. On a entendu d'autres histoires aussi qui sont... En gros, cette dame-là, elle est très mystique. Je sais pas si j'irais jusqu'à dire que c'est une sorcière, mais en tout cas, elle est très, très mystique. Et sur le plan mystique, en fait, c'est sa réponse. En fait, elle répond toujours mystiquement aux choses de la vie. Du coup, voilà. C'était mon histoire. J'ai encore plein d'histoires que je peux vous raconter, mais là, déjà, j'ai pris le courage de vous raconter cette histoire en espérant que j'aurai encore le courage de vous raconter d'autres histoires parce que j'en ai plein. Que ce soit personnellement, donc des histoires qui me sont arrivées à moi ou des histoires qui sont arrivées à des membres de ma famille. Et du coup, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou soirée. Tout dépend du moment auquel vous écoutez mon histoire. Et merci à DMG pour son initiative. Et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMG, bonjour la team. Je reviens vous raconter une histoire de mon cousin. Je vais intituler cette histoire Le voleur de poules. Il s'avère que dans un pays de l'Afrique centrale, nous vivions, on va dire, en communauté. Mais dans cette communauté, il y avait des femmes de cette communauté qui étaient mariées à des étrangers. Il y avait une famille sénégalaise, il y avait une famille togolaise, il y avait une famille malienne, il y avait une famille Peul du Tchad, il y avait une famille Haoussa du Cameroun. Mais comme par hasard, quelle coïncidence, ces étrangers étaient dans le quartier, ils étaient au milieu, au centre du quartier, et ils étaient entourés par les autochtones. Et tous ces mamans-là faisaient l'élevage de la poule du village, de poules, disons. Et maintenant, moi, ma maman, elle en faisait, la maman de mon cousin, il en faisait, donc c'était un peu la famille, quoi. C'est comme ça, mon cousin, je veux le prénommer François. Et François vivait chez sa grand-mère.
C'est même pas mon cousin, c'était mon neveu. François vivait chez sa grand-mère. Il était le chouchou de sa grand-mère. Mais la grand-mère de François ne s'entendait pas avec la maman de François. Et la grand-mère de François ne s'entendait pas avec sa maman à elle. Donc, vous voyez un peu dans quel système il se retrouve. Tout compte fait. Et c'est comme ça, les mamans, elles font l'élevage de poulets. Et lui, mon cousin François, qu'est-ce qu'il fait? Il avait l'habitude de faire. Il avait l'habitude de voler les poules des autres. Donc, la nuit, à 18h, parce qu'à l'époque, 18h, il se faisait déjà tard, c'était noir. Et ce n'est pas une histoire de maintenant, c'est une histoire de plus de 30 ans. Les poules, ils rentrent tôt dans les poulaillers. Ceux qui allaient dans les poulaillers, ceux qui dormaient dans les arbres, sur les arbres. Donc, lui, il avait la manie, les soirs, dans la nuit, tard, il allait voler les poules des voisins. Chaque fois, tout le temps, les voisins se plaignaient. Les voisins se plaignaient. Même si le voisin attache une corde rouge ou quoi, parce qu'il y en a qui le faisaient pour faire peur aux voleurs, faisant croire que, voilà, sur cette poule, il y avait un médicament. Mais ça ne le décourageait pas de voler les poules des gens, des voisins. Quand il volait le nôtre, celui de ma maman, donc maman, tout de suite, elle allait chez sa grand-mère en lui disant, dis à ton fils, ou bien elle lui dit, bon, écoute, lève-toi, va récupérer, ramène-moi mon poulet, mes poules que tu as pris parce qu'il en manque 2, ramène-les-moi. Donc, tout souriant, il va sortir les poules. Et puis, il connaissait, hein, les poules, ça c'est celui des gens, ça c'est celui de François. Il va, il prend les 2 poulets de la maman, il vient remettre, il donne à la maman, à ma mère, qui était sa grand-mère. Donc, elle lui dit, toi, arrête de voler les poules du voisinage. Un jour, tu vas rencontrer sur ta route. Arrête. Tous les jours, ce sont les gens qui se plaignent. On a volé. Tout le quartier sait que le voleur de poules, c'est toi. Mais tu n'arrêtes pas. Arrête. Oh, c'était peine perdue. Lui n'avait rien à cirer. Et il était soutenu par sa grand-mère parce que certaines personnes venaient se plaindre en disant que c'est lui qui a volé les poules. La grand-mère se bagarrait avec les gens du quartier en disant c'est pas vrai, il n'a pas volé et c'est sa poule, j'en ai acheté, alors que c'était pas vrai. Le voleur à 99 jours, le centième est pour le propriétaire. Ce bon monsieur, mon neveu, qu'est-ce qu'il fait? Il va voler chez les voisins, mais à 3 pâtés ou 4 pâtés de la maison, chez la famille Peul. Non, j'étais à Peul du Tchad. Il volait la pauvre dame, tout le temps, il volait à cette dame-là. Mais déjà, quand on passait devant la parcelle, sur la parcelle de cette dame, nous avions la chair de poule. Parce que notre papa avait l'habitude de nous envoyer chez cette dame. Et chez cette dame, il y avait un monsieur aussi à côté, c'était un imam. Donc, chaque fois que mon père devait voyager, il nous envoyait soit faire des cadeaux, donner des cadeaux à cette famille de Tchadiens ou à la famille Aoussa du Cameroun. Parce que c'était des musulmans. Moi, mon papa, il était musulman. Mais quand on passait là, c'était compliqué. Seul, c'était pas possible. À 2, on prenait l'élan pour courir, traverser la parcelle de la dame. Mais quand il fallait aller donner le présent à la dame, c'était compliqué. Mais on le faisait parce qu'il vaudrait mieux le faire que d'avoir allé affronter notre papa en disant qu'on ne pouvait même pas oser dire que je ne peux pas aller. Et c'est comme ça. Monsieur allait voler. Il volait. À chaque fois, la dame prévenait. À chaque fois, la dame prévenait la grand-mère. Dites, tous ceux qui volent mes poulets n'avaient qu'à arrêter. Non, c'est comme si quand la pauvre dame parlait, ça l'encourageait encore à aller voler. Et chez cette dame-là, le monsieur ne volait pas, mon neveu-là ne volait pas 1 poulet, 2 poulets. Il pouvait prendre 4 poulets de la pauvre dame. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le voleur à 99 jours, le centième, c'est pour le propriétaire. Et c'est comme ça. Un jour, il vient, pas dans la nuit,
Dans la journée, il vient, il voit un gros poulet, un gros coq, bien dodu. Ah, mon neveu a dit, voilà, toi, tu vas rentrer dans mon poulailler. Il s'approche du poulet, il met le piège. Le poulet est là, le coq bouge, le coq vient. Le coq vient se mettre dans le piège. Il récupère, il tire la corde. Il attrape le coq. Quand il veut venir maintenant soulever le coq se transforme en chat. Il crie, oh! Le chat se retourne et le regarde. Le chat se transforme au propriétaire des poules qu'il avait l'habitude de voler. Et mon neveu, tout de suite, séance tenante, est devenu fou. Est devenu fou. Quand la scène se passait, il y avait les voisins, un jeune garçon aussi qui était voisin à cette famille tchadienne, qui a suivi tout le scénario. Mon neveu est devenu fou, séance tenante. C'est lui c'est le jeune qui a suivi le scénario, qui allait appeler sa grand-mère en criant « Venez, oh, venez, François est devenu fou, venez, François est devenu fou ». La grand-mère vient, qui part de chez elle en courant avec juste un morceau de paille sous les aisselles. Elle vient trouver que son fils est assis sur le sol. Elle appelle son nom. François, François, rien. François, François, rien. Elle dit, ça y est, mon Dieu, mon fils, je suis morte. C'est comme ça, elle prend son petit-fils et l'amène à la maison. Mon neveu est resté quelque temps, au moins pendant un mois, l'attaché. Il ne pouvait pas sortir parce qu'il a perdu la tête. Ils étaient obligés de l'amener chez un tradipraticien pour le soigner. Ça arrivait chez le tradipraticien que le tradipraticien dit, ce jeune garçon a l'habitude de voler les poules des gens. La grand-mère dit oui. Mais là, il a allé voler la poule d'une dame qui n'est pas simple, qui est compliquée. Cette dame s'est transformée en coq, ensuite en chat, et après elle s'est présentée elle-même à la forme humaine. C'est quand mon neveu s'est rétabli qu'on a pu le soigner et que lui-même aussi a raconté, ainsi que le voisin qui a eu le scénario. Parce que le voisin, il avait peur, parce qu'il était juste tout collé, leur maison était collée à cette famille tchadienne. Donc lui, il a fait comme s'il était au courant de rien. C'est quand maintenant, la grand-mère est venue raconter dans le quartier, nous dire ce que le Nganga a dit. C'est comme ça, le jeune confirme. Il dit oui, moi j'ai suivi le scénario. Effectivement, il a relaté comme mon neveu avait raconté l'histoire. Et c'est comme ça, la grand-mère du petit est allée demander pardon à cette dame, à cette vieille dame. Elle est allée demander pardon. Elle a payé de l'argent pour que cet enfant-là puisse guérir. Mais malgré que cette dame a pardonné, elle a fait ce qu'elle avait à faire, mon neveu est resté voleur jusqu'à la fin de ses jours. Tout ce qu'il voyait, il voulait. Il suffit que tu déposes ton sac. Oh, 5 minutes d'inattention, c'est parti. Il était qualifié maintenant dans le vol et il est mort avec ce problème de vol. Les choses d'autrui, ne soyez pas gourmands. Laissez les choses d'autrui. Voilà. Lui, tellement il voulait avoir un grand poulailler, je ne sais pas, il voulait faire quoi? Une ferme avec les poulets des gens. Et voilà comment il a perdu. Il est devenu fou. Et depuis lors, la grand-mère ne l'a plus jamais permis de faire l'élevage de poules dans sa parcelle. Plus jamais. Et quand il est sorti de là, la grand-mère l'a renvoyé chez sa maman. Avec sa maman aussi, ça n'allait pas. Là-bas aussi, c'était la catastrophe. Il passait son temps en volée. C'est-à-dire que malgré que la grand-mère a payé, a donné de l'argent, ça n'a rien changé. Monsieur est resté voleur jusqu'à la fin. Et voilà, c'était mon histoire. Merci, au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire.
Bonjour DMG, bonjour à toute la communauté. Je voudrais ici partager une histoire que j'ai entendue d'un monsieur qui a rendu son témoignage. C'est une histoire qui m'a enseigné et que j'aimerais partager avec tous les auditeurs de DMG TV. Comme je disais, c'est une histoire qui m'a beaucoup édifié et que je disais de partager. Alors, c'est l'histoire d'un monsieur. Et il a dit qu'il allait sur Internet, il se baladait sur Internet un jour et puis il est tombé sur une publication. Cette publication parlait des astuces à essayer pour savoir qui t'en veut. S'il y a quelqu'un qui t'en veut, si tu as des ennemis, quand tu vas aller dormir, tu vas les voir et après avoir fait l'astuce. Et quand tu les verras 3 jours après, ils viendront chacun se confesser devant toi. Et donc, comme lui, il dit qu'il tirait le diable par la queue, donc c'était compliqué pour lui. Il avait un grand frère qui était chez les Blancs, donc en Europe, qui s'occupait de lui et de toute la famille. Mais il n'était pas satisfait, il voulait pouvoir s'affirmer lui-même. Il voulait pouvoir avoir une position, un travail, ce qui est tout à fait normal. Et donc, quand il a vu l'astuce, il s'est certainement dit que mais si depuis il tourne en rond, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est, oui, ce sont des gens qui sont après lui et tout, qui font que bon, il n'arrive pas à s'en sortir socialement. Et donc, il contacte les gens qui ont fait la publication pour avoir plus d'informations sur l'astuce. Donc, c'est par échange de messages, on lui explique voilà l'astuce qu'il faut faire. Et que le jour où il sera prêt à le faire, qu'il les contacte à nouveau. Donc, quand il décide de faire l'astuce, parce qu'il veut découvrir qui est son sorcier, entre guillemets, et donc, il les recontacte. Quand il les recontacte, c'est là qu'ils lui disent que si c'est aujourd'hui que tu fais l'astuce, tu dois faire ça à minuit. Donc, c'est un genre de rituel, donc il fallait qu'il achète un certain nombre de choses pour le faire. Et quand il finira de le faire, quand il va aller dormir, pendant 3 jours, il verra chaque jour dans son sommeil les personnes qui sont à la base de ses malheurs, de ce qui lui arrive et tout. Et donc, il fait l'astuce. Le premier soir, quand il dort, qui il voit? Son grand frère. Celui qui s'occupe de toute la famille. C'est lui qu'il voit en rêve. Et il voit son grand frère comme si ce monsieur-là l'attachait à un arbre, a attaché lui qui a fait l'astuce à un arbre. Et puis, il avait un fouet et il le fouettait. Donc, le lendemain matin, quand il se réveille, il les contacte sur Internet, ces gens qui lui ont proposé l'astuce. Et puis, il explique le rêve qu'il a fait. Ils lui disent, ouais, c'est ça. Ça veut dire que c'est toi qui aurais dû être à sa place. C'est toi qui aurais dû être celui qui soutient la famille. C'est toi qui aurais dû être en Europe. Et donc, il a pris toutes ses chances. C'est pour cela que, toutes vos chances. C'est pour cela que il se sent obligé de s'occuper de vous. Mais continue, après tu verras. La deuxième nuit, il dort. Quand il dort, il voit sa propre maman. Sa maman aussi, qui, dans le rêve, était en train de le tirer, comme si elle le tirait, lui faisant en tout cas du mal. Il se réveille. Le 3e jour, il voit sa propre grande sœur encore, qui aussi est dans une position où elle est en train de le fouetter. Et donc, après les 3 jours là, il commence à être bizarre avec tout le monde dans la maison. Puisque les gens lui ont dit, après les 3 jours, quand tu les verras, tous ceux que tu verras viendront se confesser devant toi. Ils viendront te dire ce qu'ils ont fait. Donc, après les 3 jours, personne n'est venu se confesser. Il attend, il voit personne. Personne ne se décide, personne ne se déclare. Et donc, il les contacte pour leur dire, mais après les 3 jours de rêve, personne n'est venu vers moi. Est-ce que moi, je dois aller vers eux, je dois les confronter? Les gens lui disent, non, attends, ils viendront se confesser. Mais non seulement personne n'est venu se confesser à lui, mais en plus de ça, ce n'était plus maintenant dans les rêves. Il a commencé maintenant d'abord à voir, quand il dormait, des créatures bizarres, mi-homme, mi-animal, qui le poursuivaient, qui le pourchassaient. Quand il dormait, qui venaient le tirer par les pieds, qui le tiraient par la tête. Il se réveillait en sursaut. Au début, c'était des cauchemars. Mais au fur et à mesure que les jours passaient, c'était maintenant dans la réalité. Quand il est assis comme ça, même s'il est avec des gens, il voit maintenant, en fait, dans le monde invisible, il voit des créatures qui ne sont pas des créatures humaines, qui sont autour d'eux, qui sont en train de lui faire des grimaces, qui l'appellent et tout ça. Donc il se lève. Mais quand il rentre dans sa chambre seul, là même c'est le calvaire complet. Donc il a commencé à voir maintenant des choses que tout le monde ne voyait pas. Et quand il disait aux gens, mais est-ce que vous ne voyez pas ce que je vois? Vous ne voyez pas ces créatures? On lui disait, mais tu deviens fou quoi. On l'emmena à l'hôpital, on a tout fait, il n'y avait rien.
Un jour, malheur pour lui, il accompagnait sa maman au marché. Il arrive au marché, il dit c'est ce qu'il ne fallait pas faire. Quand il rentre dans le marché, il commence à voir des gens marcher sur la tête. Il commence à voir sur les étalages des femmes, des bouchers. Il voit des cuisses humaine. Il voit des bras ici, comme si c'est la chair humaine qui est en train d'être vendue. Il voit des commerçants qui vendent du savon, mais il se rend compte que ce n'est pas du savon, qu'il y a des serpents enroulés autour. Il a commencé à courir dans le marché. Et sa pauvre maman lui a dit, a crié pour demander aux gens, c'est mon enfant, attrapez-le. On l'a attrapé de force. On l'a attaché. On l'a emmené à l'hôpital. On l'a mis dans un asile. On n'arrivait pas. Il ne dormait pas. On lui donnait toutes sortes de médicaments. Il ne dormait pas. C'était devenu compliqué. Et donc, pendant ce temps, il avait tenté de joindre les gens là et ils ne lui répondaient plus. Ceux qui lui avaient donné l'astuce sur Internet, ils ne lui répondaient plus. Voilà comment sa maman a informé son grand frère qui est en Europe. Et son frère lui tenait tellement à cœur qu'il a pris des congés et puis il est rentré au pays. Quand il est rentré, il a pris son petit frère. Il l'a emmené dans une église dans laquelle lui, il allait en Europe, mais qui avait également une branche en Afrique, dans son pays. Donc, il a envoyé son petit frère là-bas. Et il a expliqué d'abord à son frère ce qui s'est passé. Il a confessé en fait à son frère ce qu'il a fait. Donc, il a vu une astuce sur Internet et qu'il a essayé l'astuce. On lui a donné tous les détails. Il a essayé l'astuce et c'est le résultat qui est là. Et donc, son grand frère a expliqué ça au pasteur. Ils ont commencé à prier. Ils ont appris à prier. Mais quand son grand frère est allé sur Internet avec lui, toutes les conversations avaient disparu. Même dans son WhatsApp, toutes les conversations. Ce que lui, il écrivait était là. Mais toutes les informations, les indications que ces personnes lui donnaient avaient disparu. Le site Internet, il allait sur le site Internet. Ils ont cherché le site. Ils n'ont plus jamais retrouvé le site Internet. Donc, son frère s'est rendu compte que son petit frère avait trempé dans quelque chose de mystique. Donc, c'est à l'église qu'on a prié pour lui. Il a passé 3 mois à l'église dans les jeûnes et prières. 3 mois à l'église dans le jeûne et prière. C'est seulement après ça que le pasteur lui a dit que c'était bon, qu'il avait été délivré, mais qu'il avait invoqué des esprits. Et ce sont ces esprits-là qui avaient décidé de venir habiter, non seulement dans son corps, mais marcher avec lui tous les jours. Voilà comment le monsieur a été délivré. Donc je voudrais attirer l'attention de tout le monde. Aujourd'hui, on trouve tout sur Internet. On trouve toutes sortes d'astuces sur Internet. Des astuces pour réussir un examen. Des astuces pour réussir un entretien de travail. Des astuces pour avoir un homme. Des astuces pour séduire une femme. Des astuces pour tout et pour rien. Mais ce sont des esprits que vous allez invoquer. Donc, auditeurs de DMG TV, je voudrais vous inviter, parce que cette chaîne est une chaîne de sensibilisation. Donc, je voudrais également vous sensibiliser sur ce que vous voyez sur Internet. Faites attention. Vous ne savez pas qui est derrière l'écran. Vous ne savez pas qui vous donne des astuces. Voilà ce jeune homme qui a payé presque de sa vie une astuce pour attraper un soi-disant sorcier de sa famille. Aujourd'hui, Dieu merci, il est délivré, mais il aurait pu mourir. Donc, auditeurs de DMG, faites attention à tout ce que vous voyez sur Internet. Likez, partagez. Okay. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom Chenezou a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.